Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous résumer et débriefer ce match qui opposait l'UFC Nantes à l'AS Monaco. Une défaite 5-3 ou plutôt 3-5 pour nos Nantais. 3-5, je ne sais pas si on se rend compte du nombre de buts qu'il y a eu dans ce match, mais bon, il y a eu du spectacle, c'est bien. D'ailleurs, tous les matchs ont eu lieu le mercredi. Si quelqu'un sait pourquoi tous les matchs de la J10 ont eu lieu le mercredi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je ne sais absolument pas. Donc dans cette vidéo, je vais dans une première partie résumer le match. Ça va être essentiellement, les buts parce que, bah, il y en a eu 8 quand même. C'est énorme. Dans une deuxième partie, on va plutôt appuyer le plan tactique, les choix tactiques de Luis Castro, soulever des questions parce qu'il y a eu des bons choix, mais surtout des mauvais choix, j'ai l'impression. On va parler de tout ça dans la deuxième partie de la vidéo. Et dans une troisième partie, je vais vous dévoiler les notes que j'ai attribuées au joueurs du FC Nantes pour ce match. Des bonnes comme des beaucoup moins bonnes, vous allez le voir. Mais avant tout ça, on passe au résumé du match et à la composition d'équipe. C'est parti. Voici donc la compo alignée par Luis Castro pour ce match. Une équipe classique avec toujours les absences de Le Penant et de Coquelin, aussi de Michael Lado, mais c'est moins important parce qu'il n'était pas titulaire depuis le début de saison. Donc Anthony Lopez au cage et on va voir malheureusement qu'il a vraiment pas fait son meilleur match depuis le début de saison. Une défense pardon, composée de Kelvin Amiot capitaine, Awaziem Tati, ça bouge pas et Leroux encore une fois latéral gauche. Un milieu avec Kwon en 6, Mwanga et Tabibou au milieu et puis une attaque Ablin El Arabi Girassi. Pour faire simple, c'est vraiment la même compo que face au Paris FC, la même équipe, le même 11 que l'équipe qui a gagné face au Paris FC vendredi dernier. Donc jusque-là, pas de souci. On aurait pu voir peut-être Baben Duff ou Benatab, mais ça, on en reparle plutôt vers la fin de la vidéo. Donc, on commence directement le résumé du match. Et j'ai dit que je mettais que les buts. Je crois que c'est le seul moment où il n'y a pas de but là que je vais montrer. 5e minute de jeu, on commence le match. On voit que ça va vite des deux côtés, hein. Ça joue en transition, il y a pas de temps mort dans ce match. Et dès la 5e minute de jeu, dans la surface monégasque, ici, crochet de Demen Tabibou qui va totalement avoir le défenseur. Il va déclencher une frappe du droit, donc de son mauvais pied, entre guillemets, parce qu'il est gaucher, Demen Tabibou, et qui va venir fracasser la barre transversale. Et là, on se dit, oh non, ça nous rappelle des mauvais souvenirs d'un match contre Lille où Mathis Sabine avait touché 2 fois les montants. Là, on commence le match et direct, barre transversale touchée par Tabibou. Et en plus, même pas une minute plus tard, vous voyez, 4,59, 5,47 ici au chrono. Tabibou qui perd le ballon. Voilà, c'est Akliouche qui le récupère au physique, hein, il y a pas faute pour moi. Et il le perd, il n'est pas assez solide. Donc, Akliouche qui va continuer jusque-là dans la surface, va adresser un centre second poteau pour le jeune Koulibaly de Monaco. Même pas 20 ans, il me semble. Et il va pouvoir reprendre tranquillement. Et donc, déjà 1-0 pour l'AS Monaco après seulement 6 minutes de jeu. Donc là, on se dit, oh là là, on va prendre une rouste encore. Parce que l'année dernière, il faut savoir qu'il me semble que c'était à Monaco cette fois-ci. On avait pris une volée, on avait pris 6 ou 7 buts. Enfin, 7 buts, je crois. Ça s'était terminé en 7-1 ou quelque chose du genre. Corrigez-moi en commentaire si c'était pas ça. Mais bon, c'est moins une rouste aujourd'hui. Mais c'est quand même beaucoup de buts encaissés. Bref, on passe à la 19e minute de jeu. Une superbe passe d'El Arabi en profondeur pour Mathis Sablin. Super passe, mais pas aussi belle que ce que va faire Mathis Sablin. Il arrive face à Mohamed Salissou, il me semble, le défenseur monégasque. Il va lui faire un flip-flap, un inter-exter. Oh là 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 là. Il va le mettre dans le vent, vraiment magnifique. On voit, il est très très loin. Il a réussi à le mettre loin. Et il va faire une passe en retrait pour Herba Guirassy qui n'a plus qu'à finir dans le but complètement vide. Et là, ouais, les Nantais ne s'y trompent pas. Ils viennent féliciter Guirassy, évidemment, mais surtout Mathis Sablin, parce que c'est lui qui a fait le plus gros du travail, très clairement. Mais voilà, donc on se dit: «OK, le match, il va être dingue». 1-1 au bout de 20 minutes de jeu, va y avoir beaucoup de buts. C'est un match très ouvert, et oui. On rappelle le nombre de buts? Ouais, 8 buts. Allez, on enchaîne. Bah, le 2-1 pour Monaco, une passe, bah, il me semble encore une fois de Koulibaly, le jeune, milieu de terrain qui a fait un gros match, qui va envoyer en profondeur Folarin Balogun. On pourrait se dire qu'il est hors jeu, mais vous allez voir que non et il va aller tromper, un peu trop facilement à mon goût Anthony Lopez. Le ballon va passer sous le ventre, de notre gardien et je pense qu'il aurait pu l'arrêter.
On lui en veut pas évidemment parce qu'il fait c'est peut-être le meilleur Nantais depuis le début de saison, mais là, il aurait pu l'arrêter quand même et voilà. Folarin Balogun n'est pas hors jeu. Pourquoi? Parce que Kwon, qui venait s'installer en phase défensive dans la défense à 5, un point dont on va parler, dans la seconde partie de la vidéo sur les points tactiques, qui je trouve n'est pas un bon choix, mais bref, va couvrir Balogun. Voilà et ça se joue à très peu, mais avec sa jambe, il va couvrir, le buteur américain, enfin états-unien si vous préférez et donc de 1, vers, la 41e minute de jeu. On se dit: «Bon, bah, on va rentrer au vestiaire avec, 2-1 pour Monaco». C'est dommage, mais non, 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 c'était sans compter Mathis Sablin, encore une fois, qui était dans tous les bons coups aujourd'hui, enfin mercredi soir, qui vraiment a fait un match, de dingue. Voilà une passe assez anodine de Kelvin Amiens, il me semble, pour Mathis Sablin et là, vous savez, si vous êtes supporter nantais ou si vous regardez quelques matchs de Nantes depuis le début de saison, vous savez que Mathis Sablin fait tout le temps ça. Il se retourne, il prend le défenseur un peu un jeu de corps. Il est très puissant. Il arrive à se retourner et complètement partir. Donc vous voyez, il est dans notre moitié de terrain. Il va arriver jusque là, hein, avec le ballon. Il n'a pas fait de passe. Il a progressé tout seul. Et il va adresser une super passe en profondeur entre deux joueurs monégasques pour Youssef El Arabi, qui va malheureusement un peu manquer son contrôle. Sauf que ça va rebondir sur le poteau, sur un défenseur monégasque et ça va revenir dans les pieds d'Herba Guirassy qui va réussir à finir au milieu de cette forêt de joueurs monégasques. Donc but un peu chaotique, mais ça part d'un très bon mouvement de Mathis Sablin encore une fois et ça a été vraiment le détonateur, bah, de cette équipe nantaise. Donc mi-temps 2-2, franchement, nous on est contents. 2-2 face à Monaco, on se dit: «Ouais». Vu les contres qu'on a, vu Mathis Sablin était dans une forme incroyable. Alors en face, il y avait Akliouche qui a fait un top, top match, mais de notre côté, Ablin a fait aussi un top, top match. Genre vraiment, vraiment. Bref, 2-2 à la mi-temps. On arrive seconde mi-temps et là, malheureusement, seconde mi-temps, on a été moins présent. Moins présent, ouais, moins concentré défensivement. Je sais pas si c'est la fatigue parce qu'on a joué il y a ils avaient joué il y a 3 jours, 4? Ouais, attends, on avait joué vendredi, donc on avait samedi, dimanche, lundi, mardi, 4 jours de repos à la place de 6 ou 7 d'habitude, donc là, ouais et en plus on rejoue dimanche. Mais tout ça pour dire que la défense, c'était franchement pas dingue aujourd'hui et on voit sur un renversement tout simple, hein, pour Kassoum Ouattara, le latéral gauche de Monaco, la distance entre lui et Kelvin Amian. Et je peux mettre un bus là. Vraiment, c'est énorme la distance. Donc évidemment, il a tout son temps pour, faire un petit centre, ras de terre, tout ce qu'il y a de plus simple, pour Marnès Sakliouche qui, au point de pénalty, se retrouve complètement seul et qui va finir en une touche de balle, et marqué contre un Anthony Lopez, assez impuissant là-dessus, malheureusement. 55e minute de jeu. 63e, Deuve qui rentre à la place de Tabibou qui est un petit peu, passé au travers de son match malheureusement. Voilà, il avait bien commencé avec son crochet et sa frappe sur la barre en tout début de match, mais depuis, il s'est un peu effacé et on l'a pas beaucoup vu. Donc Bamendov a fait une rentrée, plutôt pas mal et je ne serais pas surpris personnellement de le voir titulaire, face à Metz, voilà, dimanche et rentrée de Nicolas Koza à la place de Kwon. Donc Koza qui va, à son poste préférentiel de latéral gauche et Louis Leroux qui décale au milieu de terrain là où il préfère être. Ou pour ce qui est des changements, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire parce que oui, Tabibou et Kwon sont peut-être, les 2 Nantais qui ont fait la moins bonne prestation, aujourd'hui. Et j'ai pas grand-chose à dire parce qu'il se passe pas grand-chose en fait à ce moment-là. Entre la 60e et la 70e, il y a pas grand-chose qui se passe. Donc Mostafa Mohamed qui rentre à la place de El Arabi et Camara, ça faisait quelque temps qu'on l'avait pas vu, qui rentre à la place de Guirassy, qui malgré son doublé, c'est peut-être l'un de ses moins bons matchs, dans le jeu. Vraiment, on l'a pas beaucoup vu. Il met un doublé, c'est super pour lui et pour l'équipe, mais on l'a pas beaucoup vu. Ensuite, 75e, vous voyez le but du 3-2 là, centre en retrait de Ouattara pour, Akliouche? Contrôle C, contrôle V. Copier, coller. La même chose. Ouattara qui est encore, bah, en fait, Amiens qui est trop loin de Ouattara, qui lui laisse beaucoup trop d'espace. Du coup, il a le temps pour ajuster un centre en retrait au point de pénalty pour qui? Pas pour Akliouche cette fois, pour Golovin qui arrive juste ici. Et là, voilà, le centre.
Golovin, point de pénalty, qui est tout seul, qui va ajuster, en une ou peut-être même qu'il a contrôlé, mais je crois que c'est en une touche, qui va ajuster Anthony Lopez, encore une fois, impuissant sur ce but. 4-2 et là, on se dit: «Mince, on tenait 3-2, franchement, on aurait pu revenir à 3-3, c'est vraiment dommage», mais là, 4-2 à la 75e minute de jeu, ça casse un peu tous nos espoirs. Mais c'était sans compter une action. En fait, ça part d'un bon mouvement. Alors, au tout début, ça part d'un bon pressing de Mostafa Mohamed qui va être à la conclusion de cette action. Et ensuite, c'est Mathis Sablin qui va essayer de passer entre 2 joueurs monégasques. Alors, au début, il réussit, coup d'épaule, il fait tomber, le monégasque. Mais c'est encore un peu brouillon comme le deuxième but. Ça revient sur Mostafa Mohamed qui va envoyer une espèce de praline sous la barre de Philippe Keun, le gardien, de Monaco. Et voilà, 4-2 4-3. Oh là là, je m'y perds tellement il y a de buts dans ce match. 4-3 à la 80e et là on se dit: «Bah, let's go, on peut remonter, on peut le faire». 90e plus 4, nos Nantais qui jouaient très haut, qui voulaient vraiment, ils poussaient pour avoir le 4-4 et franchement, je peux pas en vouloir aux joueurs parce que c'est normal de pousser dans ce match-là et franchement, je vous dis le 5e but, le 5-3, il est un peu anecdotique. En plus, il a de la réussite, Golovin qui va mettre son doublé. Je m'en fiche un peu du 5-3, même si prendre 5 buts, ça fait mal et ça fait moins serré que 4-3. Mais il est un peu anecdotique, tant Monaco a eu beaucoup d'occasions. Mais voilà, un centre, voilà, les Monégasques étaient en supériorité numérique, quasiment dans notre surface de réparation. Tête de Golovin, ça va être arrêté par Anthony Lopez, sauf qu'il la renvoie très, très mal directement dans les pieds du Russe, qui n'a plus qu'à la reprendre, mettre son pied en opposition. 5-3 à la 90e plus 4, là, on sait que c'est fini. Voilà, là, il y a pas de doute. 90e plus 4, fini, 5-3 et comme je vous ai dit, franchement, il est un peu anecdotique ce but. J'en veux pas aux Nantais qui jouaient haut pour pousser l'égalisation, pour avoir l'égalisation. Maintenant le 5-3, voilà. Ça fait mal à la différence de but parce qu'avant ce match, on était l'une des meilleures défenses de Ligue 1. Après ce match, on est l'une des pires. Bah, c'est simple, beh, c'est très serré. Bon, pas la pire parce qu'il me semble que Metz a déjà encaissé plus de 20 buts, mais là, il me semble qu'on était à 10 buts encaissés en 9 matchs. Là, on est à 15 buts encaissés en 10 matchs. Ouais, ça change, ouais. Bon, c'est un truc du genre. Voilà. On passe maintenant comme je fais à chaque fois à la fin du résumé du match, aux statistiques. Donc comme on peut le voir, possession de balle plutôt équilibrée. Si Monaco avait voulu mettre le pied sur le ballon, il l'aurait fait et on aurait eu 30 de possession, comme contre des grosses équipes comme le PSG ou Lille. Hein. Mais Monaco avec, leur, nouvel entraîneur, Sébastien, Pocognoli, joue un jeu beaucoup plus direct, contre-attaque avec des joueurs rapides comme Balogun, très puissant Balogun qui a fait un avant d'être remplacé par Mika Biret, a fait un gros match, qui a vraiment été au duel avec Chidozie Awaziem et Tillel Tati et il a été dur à bouger l'américain. Mais vraiment c'était un jeu en transition avec des joueurs rapides sur les côtés, Diatta et Ouattara, les 2 pistons qui vont très, très vite. Voilà. Au niveau des XG, des buts attendus, 4,31 pour Monaco. Alors oui, on en a pris 5. Ça veut dire qu'on sous-performe les XG, qu'on en prend plus que ce qu'on devait prendre. Et Monaco aussi, hein, nous on n'a que 1,62 XG, on a mis 3 buts. Un match très ouvert où les défenses n'étaient pas au top niveau et les gardiens non plus, hein, des deux côtés. Malheureusement pour nous. Mais même si on a pris plus de buts que ce qu'on devait prendre, concéder plus de 4 XG, plus de 4 buts attendus, c'est pas acceptable, en fait. Quand on est au haut niveau en Ligue 1, parce que oui, la Ligue 1, c'est le haut niveau, on peut pas concéder autant, d'XG, en fait. La défense, c'était vraiment une des choses, sur lesquelles on était le plus content depuis le début de saison, on était le plus satisfait. La charnière Chidozie Awaziem, Tillel Tati, on était très contents. Amiens qui faisait un plutôt bon début de saison et à gauche, c'est un peu plus compliqué entre Koza et Leroux. Mais la défense, c'était une des satisfactions, de ce début de saison et là, on prend 5 buts en un match. Franchement, ça fait peur et surtout Awaziem est sorti sur blessure. Il est incertain pour le match face à Metz. Donc la charnière, je suppose que ça va être une charnière, du type, Tati, Mwanga potentiellement ou alors Amiens qui resserre dans l'axe à côté de Tati et Santonze peut-être titulaire latéral droit parce qu'on a vu que Santonze est rentré. Il était déjà rentré face au Paris FC, peut-être le retour de Santonze, hein, on espère.
Bref, le nombre de tirs, c'est assez équilibré. Le nombre de tirs cadrés, Monaco en a un peu plus, voilà. Ils nous dominent globalement. La victoire est méritée, hein. Globalement, ils nous méritent. Ah oui, dernière chose que je voulais dire au niveau des stats, 17 fautes pour Monaco et surtout 7 cartons jaunes. 7 cartons jaunes. C'est énormissime. Ils ont fait beaucoup de fautes, d'anti-jeu pour, éviter les contre-attaques nantaises, sur Mathys Sabline, El Arabi. Ouais, ils ont fait des fautes pour empêcher les contre-attaques et ils en ont pris 7. Et nous, il me semble qu'on en a pris, 3 des cartons jaunes. Donc un match à 10 cartons jaunes, ah l'arbitre s'est fait plaisir, il a distribué les biscottes. Voilà. On passe, sur le momentum. Voilà, on voit que Monaco a globalement mérité sa victoire, même si on a eu, des beaux pics. Là, on voit ici sur, le premier et le troisième but. Mais Monaco a mérité sa victoire. 5 buts, c'est beaucoup, mais au moins nous, on en a marqué 3. Ça faisait très longtemps que Nantes n'avait pas marqué 3 buts, hein, en un seul match. Oh que oui. J'ai pas la date précise en tête, mais je pense que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas marqué 3 buts en un match. Bref, donc dans cette partie, on va aborder deux-trois sujets tactiques, hein, pour pas que la vidéo soit trop longue. Je pourrais parler des heures sur le FC Nantes, évidemment sur mon club de cœur, mais on va essayer de faire court. Donc tout d'abord, le premier point tactique que je voulais aborder, c'est depuis le début de saison, ça varie plus ou moins selon les matchs, mais il y a une constante, c'est que sous Luis Castro, le MDC, alors en général, c'était Mwanga, mais avec la blessure de Coquelin et Le Penant, c'est Kwon qui a ce poste et Mwanga qui joue un peu plus haut. Le MDC, le 6, en phase défensive, vient s'incorporer dans la défense pour former une ligne de 5 qui est censée être du bitume, hein, du béton armé directement. Sauf que je trouve que on est plus friable, défensivement quand on est, à 5 derrière, plutôt qu'à 4. Ça peut paraître bizarre parce qu'un joueur de plus, on se dit: «Bah, forcément, tu es plus solide». Sauf que le joueur de plus, il sort pas comme de par magie, c'est pas un joueur de plus sur le terrain, c'est un joueur de plus dans la ligne défensive, mais c'est un joueur de moins au milieu et franchement, une ligne de 5 mais un milieu à 2, ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, le but de Luis Castro, c'est un 4-1-4-1 ou un 4-3-3 si vous voulez, avec une pointe basse. Si cette pointe basse disparaît dès qu'on n'a plus le ballon et vient dans la défense à 5, ça ne sert à rien d'avoir une pointe basse. Et en plus, que ça soit Mwanga, alors Mwanga a eu une formation de défenseur central, donc lui ça va, mais Kwon en ce moment, qui franchement enchaîne les prestations en demi-teinte et vraiment pas très bonnes, i lui n'a pas l'habitude de jouer défenseur central et on l'a vu sur le deuxième but de Monaco, il s'aligne mal avec la défense et couvre le hors-jeu. Si si c'était un défenseur central, en fait, si Kwon n'était pas revenu dans la défense à 5, à ce moment-là, il y aurait eu hors-jeu et Balogun, son but aurait été refusé, il y aurait eu 1-1 et peut-être que le match aurait tourné autrement. Après avec des «si», on refait le monde, je sais. Mais quand même, je ne comprends pas ce choix de Luis Castro. Et si quelqu'un peut m'aider, je sais pas, qui est en relation avec le staff, avec Luis Castro, bah, pourquoi il s'entête à faire descendre notre numéro 6 en défense centrale? Je ne comprends absolument pas ce choix et j'aimerais qu'il arrête de faire ça. Alors vous allez me dire: «Mais, qui tu es pour dire ça au coach nantais? Il sait ce qu'il fait». Oui, il sait ce qu'il fait et moi j'ai pleine confiance, dans le projet de Luis Castro, même si on a 9 points en 10 matchs. Mais je donne toujours ma pleine confiance en Luis Castro. Surtout avec les 3 matchs qui arrivent là, bon, Metz, Le Havre, Lorient, on enchaîne 3 matchs, faut prendre 9 points, hein. Très clairement, c'est dans ces matchs-là qu'il faut prendre les points. Bref, je m'égare complètement. L'idée, de Kwon en défense centrale pour former une ligne de 5 n'est pas bonne. Point final. Il y a pas de: «Oui, mais ça apporte, défensivement». Non, ça n'apporte rien défensivement et ça laisse un vide au milieu. Ce qui fait qu'il y a les 2-8, Tabibou et Mwanga en l'occurrence, qui sont seuls et du coup, il y a toujours un joueur de l'équipe adverse qui est entre la ligne de 5 et notre milieu à 2, qui est complètement libre et qui est toujours trouvé par ses partenaires vu qu'il est seul. Alors que normalement à cet endroit, il y a notre 6. Sauf que le 6, il descend en défense. Oui, j'appuie sur ce point, mais c'est vraiment important de comprendre que ça n'apporte rien et je comprends pas comment Luis Castro ne peut pas voir ça, que en match, ça n'apporte rien. Bref, outre la défense à 5, dans ce match,
La gestion de la profondeur est très, très, très mal gérée, hein, par la défense nantaise. Beaucoup de fois, Folarin Balogun, est parti en profondeur à la limite du hors-jeu. Il a été hors-jeu une ou 2 fois, mais souvent il était à la limite et il y avait pas hors-jeu et fallait des gros retours de Tillel Tati ou de Chidozie Awaziem pour l'empêcher, de filer, au but, sans personne qui le suive parce qu'il part à la limite du hors-jeu. On sait que Luis Castro a ce piège du hors-jeu qui marche plutôt bien parce qu'on est peut-être, l'équipe de Ligue 1 qui génère le plus de hors-jeu depuis le début de saison ou l'une des équipes en tout cas. Mais là, ça n'a pas bien marché et la ligne n'est pas bien alignée, surtout quand Kwon, c'est pas pour tirer sur Kwon encore une fois, mais surtout quand le 6 revient dans la défense à 5, on sent que les joueurs sont pas trop habitués à ce système, qu'ils préfèrent être à 4 et donc c'est pas bien aligné et il y a des espaces, en fait. Donc vraiment la gestion de la profondeur n'est pas du tout bien gérée dans ce match. Autre chose qui n'était pas bien gérée, c'est, quand on avait le ballon. Parce que la défense à 5, c'est quand on n'avait pas le ballon en phase défensive. Mais quand on a le ballon, c'est le retour du 4-3-3 et on est censé pouvoir s'organiser. On sait que le Luis Castro, c'est pas comme Boiré, il y a des jeux de passes, des combinaisons et on essaye de jouer long. Alors oui, jouer sur la vitesse d'un Ablin, d'un Guirassy ou du jeu de déviation d'El Arabi, c'est bien. Mais là, dans ce match, les longs ballons envoyés par Tati ou Awaziem, qui était plutôt, un bon point depuis le début de saison, bah, ils étaient nuls les ballons qu'ils envoyaient, il faut se le dire. Genre vraiment, ils envoyaient des espèces de saucisses et c'était mal donné. On a vu plusieurs fois Ablin se plaindre que les ballons étaient mal donnés, mais je le comprends. Parce qu'en fait, tu as le ballon, tu arrives enfin à récupérer le ballon après une longue, phase de possession de Monaco. Tu essayes de jouer long pour une contre-attaque ou quoi que ce soit. Le ballon est mal donné, tu rends direct le ballon à la défense adverse qui va pouvoir s'organiser, hop, 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 passer par les côtés. Et nous, on a tenu le ballon quoi? 10 secondes? Bah non. Donc c'est bien de varier jeu court, jeu long, mais quand le jeu long est pas bon, faut arrêter. Et les défenseurs notés, surtout Chidozie Awaziem, a beaucoup insisté sur le jeu long dans ce match et ça a pas du tout été bénéfique. Bref, je voulais aussi parler du rôle d'El Arabi qui n'a pas le même, pas exactement le même rôle que Mostafa Mohamed. Alors en soi, ils ont plus ou moins le même rôle, mais El Arabi est bien meilleur techniquement. En même temps, c'est dur de faire pire techniquement que Mostafa Mohamed, hein. Le Mostafa Mohamed, oui, il a marqué, mais il a des pieds carrés. C'est pas possible. Su Il a perdu quasiment tous ses ballons, quand il est rentré, à la place d'El Arabi, il a perdu quasiment tous les ballons qui sont arrivés dans ses pieds. Alors il a marqué, ça sauve un peu sa note, vous allez le voir en fin de vidéo, mais il a heureusement qu'il marque, hein, heureusement qu'il marque, on va pas en dire plus. Bref, revenons sur El Arabi et El Arabi, en fait, c'est pas le plus grand, donc les duels aériens, il va pas forcément les gagner, mais dans son rôle de pivot, de déviation, il a, une patte technique vraiment bonne. Alors que ça soit au niveau des passes pour lancer en profondeur ou décaler sur le côté, franchement, il est top là-dedans et que ça soit aussi, dans le jeu pivot, garder un petit peu le ballon, des petits gestes techniques. Franchement, on sent que techniquement, c'est Mostafa Mohamed est là, El Arabi, il est tout là-haut. Je veux dire, c'est que le mec a 38 ans, c'est quand même une grosse upgrade, par rapport à Mostafa Mohamed. Mais alors, son jeu en déviation, c'est top. Par contre, niveau vitesse, il tire, c'est pas une charrette qui tire, c'est un camping-car, c'est un poids lourd qui tire, vraiment. Et puis, comme j'ai dit, le jeu aérien, c'est pas son fort parce que c'est vraiment pas du tout le plus grand. Voilà, tactiquement, le jeu long, Kwon dans la défense et puis El Arabi, c'est plus ou moins les 3-4 points que je voulais aborder. Avant de passer, aux notes, j'aimerais bien parler de je sais pas si vous le connaissez, un petit ailier franco-algérien, qui joue à Nantes. Oui, Yacine Benattab. Oui, 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 il est toujours dans l'effectif de Nantes. Il n'est pas blessé. Il est à chaque fois convoqué, mais il ne joue plus. Il était titulaire lors de la première journée de Ligue 1 face au PSG. Il est titulaire pendant 2-3 matchs. Même, je crois, les 4 premiers matchs de la saison, il est titulaire. Et tout commence quand il est sorti dès la mi-temps, à Nice. Dans le match contre Nice, qu'on va perdre, il me semble, oui, on va perdre à la fin. Il sortira dès la mi-temps et depuis ce moment-là, il ne sera plus titulaire une seule fois. Je ne comprends pas alors qu'il soit pas titulaire, franchement, ça me choque pas parce que l'attaque, Guirassy, El Arabi, Ablin.
c'est très fort. Pour moi, Ablin, évidemment, imbougeable. El Arabi, il y a pas mieux en buteur. Ça pourrait être à la place de Guirassy, mais franchement, Guirassy, bon, là, il claque un doublé, même si c'est pas son meilleur match. Et je trouve qu'il est vraiment important dans le rôle défensif. Il est bien plus présent défensivement que Benatab. Et il est plus rapide aussi. Donc, pour moi, l'attaque ne bouge pas, mais faire rentrer un Benatab à la 60, même 70e, voire même plus tard hein, encore, mais ça fait un détonateur, un joueur rapide, enfin vif, qui peut faire des différences par ses dribbles, ce qui n'est pas forcément le cas d'Herba Guirassy qui mise vraiment lui sur la vitesse pure. Benatab, c'est vraiment un joueur technique qui peut te faire un geste technique, une petite louche comme il sait les faire, des petites passes superbes et c'est un super joueur en fait et je comprends pas pourquoi il ne rentre même pas. Luis Castro préfère faire rentrer Fabien Santonze, rendez-vous compte, Fabien Santonze à la place de Yacine Benatab. On se souvient dans le match contre le Paris FC, Benatab devait rentrer et au final, je sais plus ce qui s'est passé, exactement, mais au final, il n'est pas rentré et c'est Santonze qui est rentré. Là, Santonze rentre encore et pas Benatab. Ça fait je sais même plus s'il était rentré dans le match d'avant, mais ça fait quelques semaines qu'il a pas joué du tout. Même pas une minute en Ligue 1, donc moi je pose la question, y a-t-il un problème avec Benatab? Est-ce que c'est de l'extra sportif? Est-ce qu'il se comporte mal à l'entraînement? Ou est-ce ils se sont mal parlé avec, Luis Castro, et Benatab? Mais que se passe-t-il avec Yacine Benatab? C'est la question. Bon, maintenant que tout cela est dit, on va passer aux notes que j'ai attribuées aux joueurs du FC Nantes. C'est parti. On se retrouve donc pour les notes que je vais attribuer aux joueurs du FC Nantes pour ce match. Vous allez voir qu'il y a des grands écarts et même si on ne fait pas un mauvais match, vous allez voir que défensivement surtout et au milieu de terrain, j'ai pas été très gentil. J'ai peut-être même été un peu sévère. Vous me direz en commentaire si vous trouvez que j'ai été trop sévère ou trop gentil pour certains aussi. N'hésitez pas à mettre les notes aussi, peut-être pas à tous les joueurs, mais à deux trois joueurs en commentaire. Ça me ferait très plaisir de voir ce que vous en pensez. Donc on commence avec Anthony Lopez qui était le meilleur Nantais depuis le début de saison et là malheureusement fait vraiment pas son meilleur match. Surtout sur le dernier but, même s'il est anecdotique, franchement, il arrête la tête de Golovin, mais il le remet mais dans les pieds, genre, en mode, je l'arrête, mais vas-y, vas-y, va marquer, franchement. Il lui donne. Donc Anthony Lopez pour ça, surtout tu prends 5 buts, quoi. Il y a des buts sur lesquels il peut rien faire, mais tu prends 5 buts quand même. En plus de cette erreur, donc je lui mets 4. Ça aurait pu être un peu plus, ça aurait pu être un peu moins, je lui mets 4. Kelvin Amian, fautif, le plus grand fautif sur le troisième et quatrième but qu'on prend. Donc, mis à part ça, il était plutôt solide, mais 4 aussi, 4 aussi pour Kelvin Amian. La charnière Awaziem Tati. Awaziem est sorti sur blessure, mais j'ai trouvé que c'était le meilleur de la ligne défensive aujourd'hui. Donc je vais lui mettre 5,5 parce qu'au duel avec Balogun, c'est lui qui a été le plus solide. Tati s'est fait un petit peu bouger malgré qu'il soit plus grand, un plus grand gabarit. Alors c'est pas une note de fou, hein, vous voyez, meilleur de la défense, mais 5,5 c'est vraiment peu. Tati n'a pas fait d'erreur cette fois-ci, mais il fait pas un grand match, donc je lui mets 5. Louis Leroux, Louis Leroux, en fait, c'est dur de le noter parce qu'il est pas à son poste. Quand il revient, vers l'heure de jeu, au milieu, il a pas fait des superbes différences non plus. Donc c'est mieux qu'Amiens, mais c'est pas dingue non plus. Donc 4,5. Vous voyez que la moyenne des joueurs en défense est très basse, hein. Elle est en dessous de la moyenne directement. Bon, Kwon, mon ami coréen, tu ne t'en veux pas. Tu n'es pas au niveau. J'ai peur qu'il soit encore titulaire face à Metz, dimanche. J'espère que ça sera le petit Bamenduf, mais avec les blessures d'Awaziem, et puis, Le Penant et Coquelin qui sont toujours pas de retour, je pense qu'il sera encore une fois titulaire. Pour moi, ça a été le plus mauvais nantais sur ce match, pas que parce qu'il couvre, Balogun sur leur jeu, mais de manière générale, il a été transparent et il nous a desservis. Donc à un moment, 3, voilà, 3. Vous pouvez penser que je suis hyper sévère, mais
Oui, on met 3 buts, mais on en prend 5. Je suis obligé de le rappeler quand même. Prendre 5 buts, c'est une performance carrément. C'est vraiment une performance. Tabibou, complètement sorti de son match aussi, mais je lui mets un 0,5 de réconfort parce qu'il a pas été au même niveau que Kwon non plus, on se calme. Mais j'ai trouvé moins bon qu'un Amiens, par exemple. Mwanga Mwanga, franchement, c'était le meilleur du milieu. Je vais lui mettre j'hésite entre 5 et 5,5, mais pour moi, Awaziem a été meilleur, donc je vais lui mettre 5 à Mwanga. Voilà. Ouais, oh, la moyenne des notes, oh là là, elle est catastrophique. Heureusement, l'attaque, j'ai été plutôt gentil en attaque. En fait, avec El Arabi, pas tant. Je viens de m'en rendre compte. Avec El Arabi, pas tant. Je lui ai mis 6,5. Bon, en fait, si, ça va, ça va. 6,5 pour El Arabi. Donc là, c'est de loin la meilleure note pour l'instant. Parce que franchement, dans son jeu de déviation, son jeu de passe, ses petites techniques et puis, toute l'expérience, la roublardise, il gagne des fautes ou des fois il y a pas vraiment faute, et cetera et franchement, bon match d'Arabi et j'espère qu'il sera encore titulaire face à Metz, mais il a déjà enchaîné match vendredi, match mercredi. Est-ce qu'il va pouvoir re-enchaîner un 3e match en tant que titulaire, dimanche? J'en suis pas certain du tout. Herba Guirassy, alors vous allez me dire: «Bah, tu dois lui mettre au moins 8, 9, voire 10. Il a mis un doublé, c'est incroyable, il est excellent, il est bon». Mais oui, il met un doublé. Sauf que le premier but, c'est clairement un caviar de Mathys Sablin, il n'a plus qu'à la pousser au fond. Et le deuxième but, c'est un cafouillage. Alors oui, il arrive à la reprendre, à la mettre au fond alors qu'il y a plein de joueurs, devant, mais ça sort d'un cafouillage, quoi. C'est pas lui qui fait la différence. Donc sous doublé, je suis très content pour lui. J'espère que ça va le mettre un peu plus dans sa saison, mais il fait pas du tout son meilleur match de la saison. Vraiment pas. Et c'est pourquoi je vais lui mettre 7,5. Parce que vous allez me dire: «Beh, c'est pas assez, il met un doublé», mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas son meilleur match. Hem, Dans des matchs où il a pu énormément apporter en profondeur, même face à Lille, il avait été vraiment bon. Là, je l'ai trouvé assez transparent. Malheureusement et Camara qui le remplace a été complètement transparent aussi. De manière générale, les remplaçants n'ont rien fait, donc je les ai pas notés. Voilà, à part, Mostafa Mohamed, mais je vous en parle juste après parce que juste avant, on a Mathys Ablin. Mathys Ablin qui n'a pas marqué, mais a fait une passe D. Sauf qu'il est clairement impliqué sur, tous les buts, finalement. Premier but, il fait la passe D. 2e but, le cafouillage, bah, ça vient de lui, hein. Ça vient de lui qui fait la percée, qui après fait la passe pour El Arabi. Donc et 3e but, bah, ça vient de lui aussi. Ça débouche sur un cafouillage, mais juste avant, c'est qui dribble, des joueurs, de Monaco? Mathys Ablin, directement. Donc il était vraiment partout dans ce match. Il a fait un top, top match et c'est peut-être le meilleur joueur des 2 équipes. Il y avait Akliouche qui a fait un gros, gros match, donc peut-être Akliouche, mais Ablin a fait un très, très gros match et c'est pour moi mon homme du match, côté nantais et je lui mets 8. Oui, il a une seule passe D alors que Guirassy a un doublé et je lui mets plus que Guirassy parce que c'était le meilleur nantais et il y a pas de contestation possible. Mostafa Mohamed, qui fait une entrée catastrophique, mais qui marque. Donc je lui ai mis 6 pour le réconfort. Franchement, j'aurais pu lui mettre moins alors qu'il a marqué, hein, mais je lui mets 6 pour le brosser dans le sens du poil. Oui, il ne regarde pas les vidéos, mais s'il tombe dessus et qu'il voit que bon 6 c'est pas ouf, mais voilà, ça c'est bien déjà. C'est mieux qu'un match où je lui avais mis 2 ou 3, je sais plus. Voilà. Mosti, si tu passes par là, tu seras pas titulaire parce que El Arabi est meilleur, mais continue comme ça à planter des buts quand tu rentres, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Les autres, je les ai pas notés, ils ont pas joué assez, ils ont pas fait grand-chose. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si mon contenu vous plaît et pour me soutenir, vraiment, ça ferait très plaisir, à laisser un commentaire pour le référencement et moi je vous dis ciao tout le monde.